Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, rédacteur en chef aux Échos. Ça ne se voit pas, mais je vous souris, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Médias en scène. Et on va commencer tout de suite par un premier débat sur les médias d'information. Quelle issue pour le combat entre les GAFA et les éditeurs? Et nous avons la chance d'avoir autour de cette table des représentants à la fois des GAFA et des éditeurs et l'autorité de la concurrence. Pour vous présenter rapidement mes invités, Isabelle de Silva, qui est la présidente de l'autorité de la concurrence depuis 2016. Juste à côté d'elle, Sébastien Missov, qui est le président de Google France depuis 2017. En face de lui, Pierre Louette, qui est le président du groupe Les Échos, Le Parisien, PDG depuis 2018, mais qui est aussi le président de l'API, l'Alliance de la presse d'information générale. Et puis à distance, nous avons Bernard Marchand, je n'ai pas de retour vidéo, mais je sais qu'il est là, qui est le président du groupe belge Rossel, connu pour le quotidien belge Le Soir, et puis La Voix du Nord, qui a été rachetée en 2005 par le groupe Rossel. Et puis enfin, dernier invité à distance, Rasmus Nielsen, who is at the head of the Reuters Institute, a think tank that is thinking about the future of the media economy. On vit une sorte de paradoxe aujourd'hui. La consommation des médias n'a cessé de progresser. Les médias de qualité ont très bien tiré leur épingle du jeu dans cette période de crise. Mais sur un plan économique, la presse va mal. Et dans le même temps, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, eux vont très bien. Est-ce qu'il faudrait que ces deux groupes ces deux univers travaillent mieux ou s'affrontent? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte un petit peu tendu, mais des ponts commencent à être construits entre les deux univers. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. To introduce the debate of today, I thought it would be interesting to have the point of view of Rasmus, who is an expert on the economy of the media industry. In around 10 minutes, Rasmus, to introduce the debate of this morning, can you tell us what you think the crisis will change in terms of the media landscape? The floor is yours. Alors, je ne sais pas si Rasmus nous entend. Can you hear me, Rasmus? Pas évident. Quelqu'un lui écrive, peut-être. Ouais. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est est-ce que quelqu'un à distance en régie pourrait donc proposer plutôt à Rasmus d'intervenir à l'issue du débat ici à Paris, le temps que les problèmes audio soient réglés, qu'on puisse commencer le débat. So I've been asked to speak about how the pandemic is impacting the business of news. And really, I think the thing that's important to understand here is that what we're seeing more than anything is that the pandemic has accelerated the move to a more digital, mobile, and platform-dominated media environment. It's really reinforcing the trends that we've seen for years, where news, while surging in use at the early stage of the pandemic, is still a very small part of people's overall digital media use, and therefore also tend to attract only a small part of the advertising spend that traditionally supported a lot of journalism, with much of that advertising online, of course, going to a few very large players, most notably technology companies such as Facebook and Google. And I think it's clear that the added impact of the pandemic sort of underlines the importance of examining the various regulatory frameworks around digital media so that we can ensure a competitive, dynamic market also for online news production. And this, of course, is something that, for example, the Cremera report prepared for DG Competition in the European Commission, as well as, for example, the Unlocking Digital Competition report prepared for the European government by Jason Furman and various colleagues, make a number of very interesting recommendations in that space around things like data access, portability, interoperability, and more focus on issues around data and non-price competition in how we enforce competition law across Europe and beyond, as well as greater scrutiny of mergers and acquisitions, also around issues of data that has not historically really raised any red flags in major competition cases. But I think when we are focusing specifically on news and on publishers, which I think is the main focus of an event like the one today, I think we need to remember that the purpose of such measures and of competition policy more broadly is to protect competition and not specific competitors, let alone incumbent industries, and that there are no guarantees really
that more contemporary and up-to-date competition regulation enforcement will necessarily transform the business of news itself. Because even additional action in the regulatory space will not really in itself change the reality that news is a small part of media use online, a much smaller part than offline, and that revenues will in part reflect that. If news publishers are not able to reach people in large numbers, are not able to capture their attention at scale, and are not able to convince large numbers of people to pay for their news products, then they will necessarily make less money than they did in a media environment that they tended to dominate and where they were quite happy with that dominance and where news publishing was far more profitable and stable than it is today. Now, just to sort of give a sense of how these things have changed, I mean, a rough estimate really is that news used to account for something like a fifth of the time that we spent with print media and something like a tenth of the time that we spent with television. But online, Comscore data suggests that all news combined in France accounts for just about 3% of the time that we spend with digital media, and that the 5 biggest publishers account for about half of that, leaving hundreds of other publishers with just a tiny sliver of attention and actually, frankly, fairly limited amounts of audience engagement with much of what they produce. And this, I think, is the sort of the fundamental sort of structural change and really challenging one that's underway in our media environment is really pushing news publishers. And that's what's been compounded by the pandemic, where so many of us have been locked down at home, spend more and more time with digital media, also a bit more with television, perhaps, with time on our hands, but less with print media, and really have even further accelerated this move. And that's hit, in particular, advertising supported and print reliant commercial media hard with a downturn in the economy and people being locked down at home. But I think it's important also to sort of recognize that while this is really, really tough for most publishers around the world, when we surveyed independent news media across the world for a report we released earlier this month, while most are really struggling in this situation, we're also seeing an increase in subscriptions and membership for some publishers who offer truly distinct and valuable online news. Now, of course, those who pay are mostly found amongst those who really value news and trust news, the news lovers, if you will. And particularly if we look at those who trust news, I think it is, again, important to remember that in France, according to the last edition of our Reuters Institute digital news report, it's just 23% of the public who say that they trust most news most of the time. The second lowest of 40 countries that we cover in the report. So when we see in that very challenging environment, tiny amounts of attention, very, very stiff competition, also from large entrants from the United States, and limited trust and public engagement and much skepticism towards the news from much of the public, that here it's really encouraging to see that while many publishers struggle and that's very tough and has very real cost, there are also some that are succeeding. And I think fundamentally that latter development is far more important for the publishers in question, is far more encouraging than initiatives that we have seen from some of the large platforms, like the Facebook News announcement last year, or for that matter, the Google News Showcase announcement this year. Both of these announcements, I think I'll expect to only make a limited difference, and mostly I think will benefit those publishers who are already most successful online. And beyond these measures, I have to say that fundamentally, I see no purely commercial reasons why the platform companies that are so successful commercially online would pay most publishers for most of the news that they produce. And this, I think, is reflected by the fact that, to my knowledge, no platforms, whether large or small, anywhere in the world, pay a general licensing fee to all news publishers. If there were clear commercial reasons for doing that, then surely some platform somewhere would already be doing this at scale. This means I expect that a limited number of premium news publishers will do well in the years ahead, but that most publishers will struggle as their offline revenues continue to decline, and as they continue to struggle to build a sizable online audience, which will mean that they will have limited revenues from advertising and limited prospects of reader revenues as well. And this, of course, points to the very real risk of market failure, in particular at the local level. I'm not really worried for upmarket audiences, people like myself who are affluent, privileged, really interested in news, and are incredibly well served, but very high quality news, accessible everywhere,
cheap, affordable, very international, really good. But more broadly, I think we do face some very real risks of market failure at the local level, where it's harder and harder to spend in the business of news, and also in terms of news provision for less privileged groups, that it is less lucrative for commercial publishers to cater to, and who are, at least at the moment, not finding news as compelling enough for them that they are willing to pay for it to the same extent as more privileged people like myself. Now, that risk of market failure, I think, provides a clear case for policy intervention. If people believe in the future of journalism, that's a question for the public and for politicians and not for scientists like myself. It's really purely a question of political will and public support, whether we want to intervene to try to sustain journalism if the market alone won't carry it to the extent that we hope. Of the policies that I know of, that I see being practiced or proposed around the world, the ones I personally find most convincing are the forms of public service provision and the existing forms of direct and indirect subsidies that are already in place in several of the Nordic countries that I think strike a good balance between ensuring diversity, independence, and providing funding without leaving media captured by the state or vulnerable to political influence, or for that matter, just propping up print distribution at great expense without benefiting most of the public. And these models, I think, are more convincing and have more evidence supporting some of the other models. But fundamentally, if we look just at the market developments that I've been asked to speak to, what I think we are seeing now is few winners in the news space, premium publishers with distinct and valuable upmarket content, and also more broadly, of course, platforms. And the privileged audiences that they serve are also winners. They live in a cornucopia of great news and very easy access to information. But also, of course, a very real risk. Pour nous couper le micro de Bernard. Including many publishers who are struggling to find their feet in a far more competitive and changing environment. And of course, also audiences, in particular at the local level, and less privileged audiences, who in the future run the risk of ending a situation where there simply will be less professionally produced quality news produced aimed at them. Thank you. Vous avez pu capter l'intégralité des propos de Rasmus. Nous avions un retour en studio parfois un petit peu difficile. Ce que j'en retiens, c'est qu'il dit qu'on est dans une guerre de l'attention et que les médias ne seront pas forcément les grands gagnants de cette guerre de l'attention, surtout les médias d'information. Il dit qu'il y a de l'espoir, que pour les médias de qualité, l'abonnement peut être une solution. Par contre, il n'y aura pas forcément que des gagnants. A few winners, dit-il. Il dit qu'il peut exister des solutions pour corriger des solutions de marché qui sont imparfaites, mais lui a l'air assez sceptique sur le fait qu'il faille forcément tordre le bras des GAFA pour financer des médias d'information qui sont aujourd'hui pour certains en difficulté. Pierre, pour peut-être planter le débat côté français, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et pourquoi, selon vous, il y a aujourd'hui un problème, entre guillemets, et qu'il faut peut-être intervenir pour faire évoluer la situation? Merci beaucoup, David. Et bonjour à vous, Isabelle et Sébastien. On est très content de vous accueillir donc, aux Échos. Si tu me permets, David, juste un petit pas en arrière, quand même. On ne va pas parler tout de suite de la question française, on en parlera bien sûr. Un pas en arrière, parce que c'est ce que Rasmus me disait qui me faisait penser. On est dans un enjeu et un temps assez long, en fait. Ça fait au fond une vingtaine d'années, depuis l'apparition de Google et d'autres acteurs après Google, que notre monde change, littéralement. Pardon d'être aussi général, mais je pense qu'il faut partir de là. Et que de nouveaux acteurs sont apparus qui ont pris assez rapidement une place très importante dans l'intermédiation entre le public et les médias, mais aussi entre le public et les voyages, entre des acteurs qui apportent un service, il faut le dire tout de suite, de qualité, parce que sinon ils ne se seraient pas imposés ni développés. Les nouveaux acteurs qui sont Google, Facebook, pour ne prendre que ces deux-là, se sont imposés par rapport à d'autres acteurs qui étaient leurs concurrents au départ, d'autres moteurs de recherche existaient. Moi, je me souviens très bien de Excite, Lycos, Ask Jeeves, et puis ils sont imposés probablement parce qu'ils étaient meilleurs. En tout cas, ils ont pris une position très forte, certains diraient dominante, et dans les réseaux sociaux, Facebook est devenu un petit peu l'agora du monde. Quand on a plus de 2,5 milliards de personnes qui vous fréquentent, vous êtes l'agora du monde. Donc il y a des acteurs jeunes qui ont pris une place extrêmement importante dans la circulation des idées et la consommation dans le monde. Et il y a face à eux des acteurs plus anciens qui sont entrés il y a aussi une quinzaine d'années pour certains,
pour d'autres, malheureusement, il y a moins d'années, mais sont entrés dans cette grande transition digitale et ont dû commencer à vivre avec des consommateurs qui changeaient et avec d'énormes acteurs qui étaient apparus, qui étaient entre eux, souvent, et le consommateur. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut avoir en tête parce que c'est une histoire longue et elle va durer encore un certain temps. Donc, mettons-nous dans cette perspective-là, sortons des épisodes qui sont là. Alors, deuxième chose, cette histoire-là, c'est une histoire de transition culturelle, économique et juridique. Alors, on a l'impression que je vais parler pendant 3 heures, donc c'est assez effrayant, mais je vais pas parler pendant... la parole, monsieur Pierre. Tu m'interromprais, je pense, avant. Je te jure, je ne vais pas le faire. Mais culturel, très important à mes yeux, c'est que on a des acteurs qui sont apparus sur des prémices qui sont américains, californiens souvent d'ailleurs, avec un côté on va faire un service. À l'origine de Google, on a quand même 2 acteurs qui disent on va aspirer l'Internet. À l'époque, c'est possible dans les serveurs de Stanford, et puis on va l'organiser. Bon. Donc c'est une aspiration qui est plutôt générale, générique et généreuse à l'époque, qui est noble et qui est vaste. Et puis après apparaissent les mécanismes de monétisation. Et quand on ajoute une immense puissance dans la recherche à une intégration extrêmement grande des mécanismes publicitaires, on a une puissance qui est celle de Google et puis celle de Facebook ensuite, qui apparaît plus tard. Mais bon. Culturellement, on va s'imposer dans le monde, on va développer nos produits et puis on va en fait jouer des coudes dans les dispositifs existants. Jusque-là, tout va bien. Quand est-ce que ça commence à dérailler alors ? Non, mais attends, mais c'est important. J'essaie de le faire de façon très, très, au fond, apaisée. Et puis, alors culturellement, on arrive aussi au juridique. Le droit, et notamment le droit de la concurrence, pendant un certain temps, il vit dans le monde d'avant. Il est adapté à l'analyse économique de modèles antérieurs. Et donc, par exemple, quand il y a l'analyse du rachat de WhatsApp par Facebook, on dit ça ne pose pas de problème particulier puisque WhatsApp n'a pas de chiffre d'affaires. Et à l'époque, le logiciel du droit de la concurrence, il dit on ajoute des chiffres, on voit s'il y a des chiffres qui se multiplient et qui prennent une position trop écrasante. Là, il n'y en a pas. On n'analyse pas encore véritablement à l'époque les profils, les données. Donc le logiciel du droit de la concurrence est en train d'évoluer, forcément, ce qui montre que ces nouveaux acteurs-là font évoluer tout le monde. Et donc il faut même évoluer, pour venir à ta question précisément, il faut même évoluer aussi les médias, qui dans un premier temps se sont dit, bon, on va vivre dans un univers de gratuité, ce qui est une erreur fondamentale, et puis on va bénéficier du trafic que nous enverra Google et que nous enverront d'autres acteurs aussi. On parle de Google spécifiquement parce que Sébastien nous fait la joie d'être là, mais et ça n'a pas marché. Et il y a eu aussi un phénomène de captation, et le mot est toujours un peu péjoratif, mais en tout cas de déplacement, on va dire, des revenus publicitaires. On sait par exemple en France, où on est aujourd'hui, qu'en 10 ans, la presse a perdu la moitié de ses revenus publicitaires. La radio et la télévision étaient assez stables, et en fait sont apparus des nouveaux acteurs qui ont pris une part importante et une part prépondérante dans tout ce qui est publicité en ligne. Et là, évidemment, on pourrait dire c'est leur faute, la presse s'est mal adaptée, mais on peut aussi dire il y a un comportement qui a évolué, et puis il y a une asymétrie des acteurs qui s'est installée. Des acteurs ultra puissants d'un côté et des acteurs ultra fragmentés de l'autre. Mais la fragmentation, j'insiste là-dessus, c'est à nouveau un peu culturel, la fragmentation, c'est la fragmentation des courants d'opinion, de tous ceux qui sont émetteurs d'opinion, et c'est ça aussi qui fait la richesse quand même de ce que l'on retrouve. Et donc moi, je me refuse toujours à considérer que, quand bien même l'ensemble des consultations médias ne représenterait que 2 ou 3% de tout ce qui se passe dans les recherches en ligne, ça ne vaudrait pas plus que ça. Parce que c'est comme ça qui fait le ferment et le germe de nos sociétés démocratiques. Et on sait qu'elles sont menacées. Puis on voit aussi qu'à d'autres endroits, la non-prise en compte d'une responsabilité éditoriale par les plateformes fait que des phénomènes extrêmement délétères et pernicieux pour la démocratie se passent, et que donc il y a une responsabilité particulière de ces acteurs. Alors après, si on arrive à la question des droits voisins, c'est encore autre chose. On n'est plus dans le culturel, on est dans une loi, il y a une directive européenne, c'est la loi de l'Europe, qui est transposée dans le droit positif national, qui a été transposée très vite en France, parce qu'on avait un dispositif qui était quasiment prêt à l'avance, et donc ça a été transposé très vite. C'est le seul pays d'Europe dans lequel le job a été fait, on va dire. Et après, on entre dans un débat, comment cette loi va-t-elle vivre ? Et on a eu ce débat avec Google, avec Facebook, on n'a pas encore beaucoup eu avec Twitter, avec d'autres qui sont aussi utilisateurs. Et ce débat, il est assez simple, au fond, à poser. Dès lors que des contenus sont donnés à voir sur une plateforme ou dans une recherche ou partagés dans une plateforme, sont donnés à voir, eh bien, des droits voisins naissent. C'est ça que la loi décrit pour les contenus d'intérêt général. Pas pour tous les contenus, mais pour les contenus d'intérêt général, il y a des droits voisins des éditeurs qui naissent. Le droit voisin, c'est comme un droit d'auteur, mais pour les éditeurs, hein, pour simplifier la chose. Et donc, on est entré dans une discussion
qui a eu, comme d'habitude, et on a chacun, les uns et les autres, notre tempérament. Donc il y a eu ces hauts et ces bas, ces moments d'excitation et ces moments d'apaisement, dans laquelle il fallait que Google, pardon de le dire comme ça, mais apprenne à vivre avec cette loi qui crée une rémunération de droits d'auteur. Google ayant un modèle qui ne rémunère pas les contenus. Il rémunère autre chose, hein, il crée de la richesse à bien d'autres endroits, mais il n'achète pas les contenus. Ça fait partie du modèle fondamental de Google, on n'achète pas les contenus. Donc il fallait, sans acheter les contenus, payer des droits. C'est ce qu'on a discuté depuis un certain temps, et pour en arriver, pardon pour cette longue intervention, mais pour en arriver à la conclusion de ton propos, on est en train d'avancer, je le crois profondément, vers un accord cadre entre l'Alliance pour la presse d'information générale et Google, qui respecterait au fond ces 3 grands principes qu'on a partagés ensemble, et je crois que Google accepte aujourd'hui clairement, qui sont, la reconnaissance de la loi. Il y a une loi, on vit avec la loi, c'est évident, c'est mieux aussi en le disant. Deuxièmement, il y a une universalité de la rémunération pour les titres d'intérêt général, parce que la loi, elle est universelle pour ces titres-là. Et troisièmement, on a mis au point un principe, je crois, assez clair et transparent de répartition des revenus entre tous les titres de cette famille-là, de façon à ce que cette répartition soit équitable. Voilà, sur ces principes-là, on est d'accord. Il faut quand même juste achever d'écrire. Achever l'accord. Est-ce que Bernard Marchand, à distance, nous entend ? Oui, je vous entends, oui. Est-ce que Bernard... Ça y est, il est là. Alors Bernard, moi j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plutôt optimiste sur les avancées des négociations avec les GAFA en général, et est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Alors là, je suppose que vous faites référence uniquement au droit voisin. Oui. Je pense que notre enjeu de rapport ou de discussion avec ce qu'on appelle le GAFA est beaucoup plus large que des droits voisins. Mais si on parle spécifiquement des droits voisins, je dirais que les discussions avancent, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, à mon sens. Donc, on est encore, à mon sens, voilà, si on peut trouver un accord d'ici à la fin de l'année, ce sera une très belle nouvelle, mais il reste encore beaucoup de choses à discuter, puisqu'il y a 2 aspects fondamentaux dans cette discussion de droit voisin. Il y a des aspects de respect de nos valeurs et de nos contenus, et puis un aspect plus financier, économique et financier, mais c'est les deux qu'il faut essayer d'aligner. Certains se sont focalisés exclusivement sur des accords, on va dire, financiers, et ont accepté, je parle ici à l'échelle européenne, je ne parle pas qu'à l'échelle française, et ont accepté un certain deal qui permettait à Google de bypasser quelque part la notion des droits voisins. Je pense que l'Alliance a la volonté d'aller jusqu'au bout dans la discussion, qui est d'une part le respect de la loi et le respect de ses droits, indépendamment d'accords commerciaux qui pourraient être négociés parallèlement avec Google et après les autres ensuite. Donc je pense qu'il reste quand même encore du chemin à faire. Du chemin à faire. Merci Bernard. Je vais passer la parole à Isabelle de Silva. Est-ce que pour l'autorité de la concurrence, c'est difficile de se saisir, Pierre le disait, de quelque chose qui est totalement nouveau, c'est-à-dire que la loi reste à écrire? Est-ce qu'on est armé, quand on est une autorité de la concurrence, pour faire face à une situation comme celle-là? Ou est-ce que c'est compliqué parce qu'on est dans une sorte de vide juridique et pas de jurisprudence et il faut tout écrire, hein? Alors, c'est vrai que ce sont des sujets qui sont des défis, hein, parce que l'économie numérique change tous les jours et donc ça fait partie de nos priorités, être très près de ces évolutions pour bien les comprendre. Alors, peut-être une différence d'appréciation avec ce que vous venez d'indiquer, on n'est pas dans un vide juridique, on est dans l'application de principes très établis puisqu'ils datent du traité de Rome et ont des origines encore plus anciennes. Donc, il n'y a pas de vide juridique et il y a d'autant moins de vide juridique sur les droits voisins et on a considéré à l'autorité que c'était fondamental. Le législateur européen et le législateur français avaient fixé des règles. Donc ça, c'était vraiment un point extrêmement important pour l'autorité. Google, depuis plusieurs années, s'était opposé à la reconnaissance d'un droit voisin lorsque le débat avait été porté en Europe, avec des considérations qui lui étaient propres, fondées sur le fonctionnement du moteur de recherche, l'idée qu'il ne fallait pas commencer à payer tel ou tel contenu, comme l'a rappelé Pierre Louette. Et notamment, l'argumentation de Google consistait à dire, en tant que moteur de recherche, j'apporte du trafic aux éditeurs, et donc, à la limite, ce seraient les éditeurs qui auraient dû payer Google pour le trafic qui lui arrivait par le moteur de recherche. Donc, ce débat qui était porté par Google et d'autres plateformes, nous avons considéré que le législateur européen l'avait tranché, avait considéré que l'affichage de ces contenus sur les plateformes comme Google et d'autres avait une valeur spécifique qui méritait une rémunération.
Et donc, lorsque nous avons été saisis de ce conflit, puisqu'il y avait bien un conflit entre Google et les éditeurs, puisque Google avait décidé, et ça avait été annoncé dans un blog et dans des FAQ, que finalement, il proposait aux éditeurs un contrat qui consistait à continuer comme avant, mais avec une rémunération égale à 0. Donc, c'était un peu le nœud du débat. Donc, nous avons, après avoir entendu toutes les parties, décidé qu'il fallait intervenir très vite. Donc, c'était dans le cadre d'une mesure conservatoire dans l'espace de quelques mois. Et aussi que le comportement de Google pouvait être considéré comme un abus de position dominante. Et c'est ça qui est un peu intéressant dans cette affaire, c'est au-delà du sujet des droits voisins qui est très important, c'est plutôt, je pense qu'on est à un tournant dans la façon dont les plateformes doivent définir leur rapport à la règle. Comment est-ce qu'elles acceptent les règles communes qui sont décidées au niveau européen et national, et même comment est-ce qu'elles considèrent leur responsabilité d'acteurs économiques. On est face à des acteurs qui sont encore jeunes, qui sont encore des teenagers d'une certaine façon, mais qui sont devenus des géants économiques. Et donc, à la différence d'autres, je ne pense pas que la taille des GAFA soit en soi le problème. Je pense que le sujet essentiel, c'est leur comportement. Comment est-ce qu'ils s'intègrent dans un écosystème? Comment est-ce qu'ils traitent leurs clients, leurs fournisseurs, leur écosystème? Et je crois qu'au-delà du respect de la règle, et nous sommes là pour le faire respecter de façon très résolue, il y a peut-être un changement aussi à apporter sur le comportement. Anticiper par exemple que lorsqu'on change des règles sur des cookies pour appliquer le RGPD, ça aura peut-être un impact sur tout un écosystème d'annonceurs ou d'éditeurs. Dans ce sujet des droits voisins, je crois que les enjeux économiques sont sans doute à la mesure de Google compte tenu de ses revenus, mais il y a aussi une affaire de principe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère certains acteurs lorsque la loi leur a garanti un droit. Donc, dans l'application de la décision que nous avons prise en urgence en début d'année, nous avons un système de suivi très, très vigilant et nous avons de très bons contacts avec chacun des parties prenantes qui nous tient au courant. Mais sur ce sujet, nous serons très attentifs à ce que les contrats finalement signés reconnaissent explicitement le droit voisin et apportent une rémunération qui soit juste comme le prévoit la loi. Mais au-delà, je pense que ce que cette affaire nous enseigne, c'est qu'il faut avoir des systèmes de régulation efficaces, dont je crois l'autorité de la concurrence, mais d'autres. Ça peut être la CNIL ou d'autres autorités qui seront compétentes, pour que finalement beaucoup plus vite, lorsqu'un comportement est problématique, on puisse intervenir en urgence pour le freiner. Et plus largement, je crois qu'il y a un autre sujet qui est, est-ce qu'il faut des règles nouvelles ? Par exemple, on a le débat sur le Digital Services Act, peut-être d'autres obligations, interdictions sur les plateformes. Et comment est-ce qu'on vérifie que les règles qu'on édicte sont effectivement respectées ? Par exemple, le RGPD, par exemple aussi la modération des contenus qui fait partie des sujets très concrets. Donc c'est comme ça que nous concevons notre rôle, c'est-à-dire être très vigilants sur les problèmes économiques qu'on ne peut pas définir aujourd'hui, mais qui peuvent se présenter dans la vie des entreprises, notamment lorsqu'on est un acteur en position dominante comme Google l'était dans cette affaire. Merci Sébastien d'avoir accepté de participer à nos débats, parce qu'en fait on a un peu l'impression que c'est le mauvais élève qui s'est fait tirer les oreilles parce qu'il ne respectait pas bien les règles. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que le comportement est en train de changer, a changé chez Google? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Est-ce que Google n'est déjà plus tout à fait le même quand il aborde ces débats? Alors d'abord, la prise de conscience, et c'est évidemment le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait que les médias ont été particulièrement impactés par la transformation numérique. On l'a évoqué à plusieurs reprises et c'est le fil directeur des débats d'aujourd'hui. Sur ce sujet, moi j'ai un seul message, c'est que je suis absolument déterminé à continuer à créer ensemble les conditions du succès des médias de demain, et c'est bien l'enjeu. Sur le premier point, d'abord, on a commencé, et je pense qu'il faut parler là de Google spécifiquement, et pas avoir un débat trop général sur les plateformes numériques, mais sur Google, comme vous l'évoquez, Madame la Présidente, le premier sujet, ce qui est unique à Google, c'est d'être un moteur de recherche, d'avoir ce rôle de vitrine. Si vous tapez aujourd'hui loi sur la sécurité globale, vous verrez qu'il y a un kiosque qui s'affiche avec un certain nombre de titres d'un certain nombre de journaux. Il y avait ce matin Ouest France, Radio France, Le Parisien. Et les personnes qui cherchent sur le moteur de recherche peuvent y aller. Et ça représente à peu près 8 milliards de visites qui viennent sur les sites de presse chaque mois. Donc c'est un chiffre considérable. Et ensuite, ces audiences permettent d'être monétisées. Le deuxième enjeu, c'est les abonnements, qui est évidemment de plus en plus important pour cette presse du futur, pour des modèles économiques, sur lesquels on a travaillé avec un certain nombre de partenaires. Avec Le Monde, on a lancé un pilote cette année, et c'est quasiment un tiers des nouveaux abonnements qui viennent de ce modèle qu'on a co-construit avec Le Monde. Et puis après, il faut réinventer des nouveaux modèles, il faut innover, et depuis 2013, Google a financé plus de 85 millions de projets avec un certain nombre de partenaires pour créer, pour tester des modèles nouveaux. Un jour une actu et d'autres modèles sont nés avec ces partenaires. Alors ensuite, 2020 est en effet une année charnière, puisque à cela s'ajoutent des
contrats de licence qui sont signés avec les éditeurs. Donc, je le répète de façon très claire, évidemment, nous respectons la loi et les contrats de licence sur lesquels nous travaillons, évidemment, couvrent le droit voisin tels qu'ils ont été écrits dans la loi et couvrent évidemment les instructions qui ont été données par l'autorité de la concurrence et avec lesquelles on travaille. Donc la réponse est oui. Et ça ne sera pas payé zéro, parce que la présidente disait que dans la première proposition, c'était payé zéro. A priori, vous n'êtes plus sur ce terrain-là. Enfin, vous avez entendu Pierre Louette parler, et c'est un redoutable négociateur. Nous avons ces discussions depuis plusieurs mois. Tout l'enjeu a été, plusieurs points, l'enjeu a été de calculer sur des faits quelle est la valeur de partage sur lesquelles on a envie de travailler pour partager. Le deuxième élément a été des clés de répartition, et Pierre en a parlé, mais c'est vraiment absolument clé, que ce soit transparent, que ce soit non discriminant, que ce soit fait de façon à que chaque éditeur de presse puisse comprendre et que ce ne soit pas Google seul qui décide tel ou tel montant pour tel éditeur de presse. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces principes sur lesquels on avance, et j'espère qu'on va signer cet accord cadre définitif dans les semaines qui viennent avec l'Alliance de la presse d'information générale, parallèlement, on continue à avancer avec chaque éditeur pour signer un accord de licence qui, évidemment, couvre le droit voisin. Donc des accords sont possibles d'ici la fin de l'année, à vous entendre. Pierre, est-ce que tu es aussi optimiste sur la capacité que pourraient avoir les médias français à trouver un accord avec, on parle de Google aujourd'hui, mais avec les plateformes rapidement ? Est-ce qu'on est proche de ce point de conclusion ? On a l'impression que les discussions durent quand même depuis longtemps. Non, je pense que dans le cas de Google, si on parle de Google en cet instant, on a bien avancé, effectivement. On a surmonté des difficultés initiales qui étaient considérables. On a saisi l'autorité de la concurrence qui s'est prononcée. Donc les choses ont évolué. Il s'est passé quand même beaucoup de choses dans cette année, depuis l'entrée en vigueur de la loi. Et moi, je reste confiant, absolument. Dès lors que les contrats individuels signés avec les différents éditeurs s'inscrivent dans le cadre général qui a été posé entre l'Alliance et moi, ça me paraît aller dans le bon sens. Alors après, il reste un océan d'autres négociations à mener avec d'autres acteurs. Je pense à Facebook, par exemple, qui, là aussi, dans un premier temps, nous a dit, on a peu avancé avec eux à date, mais nous a dit, écoutez, nous, on est responsable de rien, puisque c'est vous qui déposez des contenus chez nous. Alors après, il y a peut-être une zone de flou dans laquelle la loi pourrait s'appliquer, c'est quand les Facebookers partagent entre eux des contenus, et là, peut-être, la loi s'appliquerait-elle, et à ce moment-là, on vous demande d'ailleurs de renoncer par avance à vos droits. C'est ça qu'on n'a pas aimé, en fait. Pardon, et Madame la Présidente le rappelait bien, c'est vrai qu'il faut que ces acteurs-là vivent avec l'environnement juridique, réglementaire, de façon plus spontanée, on va dire, pour le dire de façon euphémistique. Mais moi, l'expression que j'emploie très souvent, qui vient d'un univers passionnant, qui est celui de Spider-Man, en fait, qui est de dire, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. On a là des acteurs très jeunes, des teenagers, de jeunes géants, mais qui ont des responsabilités colossales. Pour Facebook, on l'a dit encore plus, et la récente campagne électorale aux États-Unis, qui fait un peu l'élection du monde, quand même, nous l'a remontré, il y a une responsabilité colossale à être le réceptacle, et ne pas être le réceptacle passif de tout ce qui s'y passe. Donc il faut effectivement plus d'intervention, plus de responsabilité avec ce pouvoir-là. Madame la Présidente, donc Google a été aujourd'hui le premier à être mis en avant. Est-ce que là, ça va créer une forme de jurisprudence qui va permettre pour les autres dossiers, éventuellement demain, de négociation avec un Facebook et un Twitter, d'aller plus vite? Ou est-ce que ça va être une forme de combat, entre guillemets, permanent, avec à chaque fois de nouvelles règles à écrire? Ou est-ce que ça y est, le cadre est en train de se spécifier et on n'aura pas à chaque fois à reperdre du temps comme ça? Alors, je crois que nous avons beaucoup avancé avec la décision que nous avons prise au début d'année, au tout début du confinement, parce qu'elle a tranché un certain nombre de questions qui étaient délicates. Voilà, la portée de la loi. Est-ce que le fait de ne pas appliquer la loi pouvait être un abus de position dominante? Voilà, toutes ces questions étaient très, très débattues par tous les spécialistes. Et nous avons eu la grande chance d'avoir un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui s'est prononcé très vite et vraiment en profondeur, et qui a confirmé tous les éléments fondamentaux de notre analyse, y compris sur les injonctions qui étaient adressées à Google, qui étaient assez innovantes, parce que par exemple, nous avions demandé à Google de ne pas, pendant cette période des négociations, dégrader la situation des éditeurs sur d'autres sujets économiques. Donc ça allait quand même assez loin. Nous avions demandé aussi de ne pas dégrader l'affichage des contenus des éditeurs pendant cette période. Donc voilà,
La Cour a confirmé tous ces points, sauf elle a ajouté une précision sur la capacité de Google de continuer à modifier son algorithme par ailleurs, ce qui était une clarification utile. Mais nous avons avancé. Donc pour d'autres plateformes demain qui se poseront, par exemple Facebook ou d'autres plateformes, nous aurons à appliquer ces principes aux spécificités de ces plateformes. C'est vrai que Google est un moteur de recherche avant tout, donc ça crée une spécificité. Les autres plateformes ne sont pas forcément en position dominante. Et puis, nous aurons ensuite à nous prononcer sur le fond dans la procédure sur l'abus. Donc ça sera peut-être l'épisode d'après, en tout début d'année, si nous avons passé le cap de vérifier si la négociation s'est bien déroulée. Et nous serons très vigilants là-dessus. Mais je crois que c'est important aussi qu'on prenne les décisions vite dans ce sujet. Donc, dans cette affaire, nous pensions que le temps avait autant d'importance que la décision que nous allions prendre. Et c'est pour ça que voilà, chacun a permis aussi qu'on prenne une décision sur un sujet aussi complexe en peu de temps. Je pense que c'est ça l'avenir de la régulation. C'est aussi d'avoir des régulateurs qui sont très rapides, qui arrivent à répondre aux sollicitations du milieu économique sur tous les problèmes que nous aurons demain. Est-ce que Bernard m'entend? J'avais une question pour lui à distance. La qualité du son n'est pas excellente. Est-ce que vous m'entendez, Bernard? Oui, bien sûr, parfaitement. Ouais. Est-ce que, si je me fais un peu le bad cop en termes de questions, est-ce que la presse, en même temps, ne se trompe pas un peu d'ennemi? C'est-à-dire, est-ce que, un peu comme disait Rasmus, on se trompe en allant chercher vraiment une bouée de sauvetage comme ça du côté des GAFA? Est-ce que, si on trouve un accord avec Google demain, c'est un vrai game changer ou ça va juste améliorer marginalement la situation de la presse? Mais bon, je voudrais un peu sortir du langage un peu langue de bois, tel qu'on peut l'entendre. Je veux dire, si nous n'avions pas eu le soutien du Conseil de la concurrence et de la décision de la Cour d'appel, il faut sortir un peu de ce débat en disant Google est là pour aider la presse et oui, on est comme un marché des éditeurs, comme des espèces de mendiants qui vont aller chercher de l'argent sur un programme d'INI, comme si on avait besoin de Google pour recruter nos abonnés. Non, nous sommes des entreprises. Nous gérons nos marchés depuis des dizaines et des dizaines d'années. On sait comment gérer la publicité, on sait gérer comment gérer nos abonnements. Il y a juste un problème d'équilibre dans le partage des valeurs sur ces marchés. Et si on laissait faire Google, les propositions qui nous sont faites, par exemple, sur les droits voisins, visaient, heureusement qu'il y a des gens qui régulent, visaient simplement à bypasser la loi. Il faut quand même rappeler ça. Donc, les accords qui ont été signés dans différents pays sont des accords en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays qui visent principalement à bypasser la loi sur les droits voisins en faisant des accords. Donc, arrêtons de croire que nous sommes des bisounours et que nous, dans le secteur de la presse et comme éditeurs de presse, sommes là en essayant de faire la quête, de quémander d'argent. Nous, on demande des règles de marché qui soient équilibrées, qui nous permettent de faire notre métier de façon extrêmement efficace, avec une relation avec les GAFA qui est une relation de long terme, hein, sur lequel nous avons toujours un rapport de force, et ce rapport de force sera toujours là, puisqu'on se base sur le partage des valeurs que génère ce marché. Et il nous faut pour ça pouvoir s'assurer que le marché est régulé. S'il n'y a pas de régulation du marché, il y a un problème de rapport de force dans la manière dont les choses se font. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans le monde digital entre ce qui s'est passé, on va dire, sur les pays occidentaux et ce qui s'est passé avec la Chine. Quelle est la différence, en fait? La Chine, elle a régulé très vite. Et elle a compris qu'elle devait, parce que c'est un pays qui a des règles de fonctionnement un peu différentes que l'Europe, elle a agi extrêmement vite. Et vous avez vu qu'en Chine, les acteurs dominants ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, la question que nous avons besoin, nous, comme opérateurs économiques dans le domaine de la presse, c'est des règles du jeu claires et que ces règles soient respectées, de façon à ce que le partage de la valeur créée soit fait correctement. Donc, nous n'attendons pas qu'on nous subsidie, qu'on nous donne de l'argent à gauche et à droite, on attend d'avoir des règles de marché de façon à pouvoir opérer. Et je voudrais juste insister, parce qu'on parle beaucoup des droits voisins, mais pour moi, l'enjeu sur le marché publicitaire, donc la manière dont la structure du marché publicitaire est faite, en particulier sur le programmatique, est un enjeu économiquement beaucoup plus important que celui des droits voisins. Et là, on a des comportements qui sont encore beaucoup plus étonnants en termes de concurrence, puisque ce doit être le seul marché au monde, si on se compare à la bourse ou si on se compare au marché de l'art, où vous avez un marché qui s'est construit sur
des enchères où un des opérateurs est à la fois l'opérateur de l'enchère, le vendeur et l'acheteur. C'est unique au monde. On a vu ça nulle part. Si ça se passait en bourse, ce serait régulé immédiatement. Si ça se passait dans le domaine de l'art également. Mais là, ça se passe sur la publicité. Et c'est encore beaucoup, beaucoup plus important en termes d'enjeux économiques pour notre secteur d'activité que celui des droits voisins. Donc attention de ne pas débattre en disant bah oui, mais est-ce qu'on va simplement trouver un accord avec les GAFA? Et je peux vous prendre un autre enjeu qui est important parce qu'il ne faut pas toujours se focaliser sur Google, avec lequel nous travaillons par ailleurs très bien dans d'autres domaines, qui est sur la gestion de l'App Store, où vous avez là aussi des acteurs qui ont pris des positions dominantes. Et comme le disait très bien la présidente, la question n'est pas d'avoir qu'ils ont une position dominante, et donc ils doivent respecter des comportements. Alors vous avez vu aujourd'hui dans l'actualité qu'Apple a accepté de revoir à un moment son système de commissionnement avec énormément de nouvelles conditions. S'il n'y avait pas d'impression régulatoire et des opérateurs, Apple n'évoluerait pas dans cette direction-là. Et pourtant, ce sont des choses extrêmement importantes. Parce que dites-vous simplement que quand nous vendons des abonnements par l'App Store, outre le fait de payer des commissions de 30%, nous n'avons même pas accès à la relation avec nos lecteurs. Donc nous ne pouvons même pas les travailler, savoir qui ils sont, de façon à pouvoir leur offrir des contenus qui soient plus en adéquation avec leurs besoins. Et donc c'est tous ces comportements-là que nous devons organiser. Et arrêtons de croire que ça va se faire s'il n'y a pas un arbitre qui définit clairement les règles du jeu et qui nous permet d'opérer comme sur un marché de façon dynamique, volontariste. Nous ne sommes pas là juste pour quémander des aides. Merci Bernard. L'arbitre est là et a dit qu'il voulait siffler de plus en plus rapidement s'il y avait des soucis. Peut-être un petit mot de réaction, Sébastien, et puis après j'ai juste une toute petite dernière question pour Pierre qui doit vite partir à la maison de la radio pour un deuxième débat. Une petite réaction, Sébastien? Bien sûr, alors absolument, et je pense que c'est un point fondamental qui vient d'être évoqué. On n'est pas là pour aider, on est là pour créer ensemble les conditions du succès, et c'est vraiment un enjeu absolument clair dans la relation que nous avons. Pierre s'est permis tout à l'heure une citation, je peux aussi peut-être répondre avec une citation qui résume un peu cette pensée. C'était cette belle phrase de Martin Luther King qui avait dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou nous périrons ensemble comme des imbéciles ». Et je pense que c'est vraiment tout cet enjeu, c'est d'apprendre à vivre ensemble, de comprendre, de définir ces règles qui vont permettre de créer les conditions de l'information de qualité, de groupes de médias dynamiques et de continuer cet écosystème. Des frères qui parfois s'engueulent un petit peu. Dernière petite question, Pierre, de la part du... Abel et Caïn. C'est que la famille est le lieu de tous les conflits. Mais exactement. Alors, une question précise, une réponse relativement courte si possible, mais c'est pour donner aussi la parole à nos auditeurs, spectateurs qui ne peuvent pas être avec nous direct dans une salle aujourd'hui. Prévoyez-vous la création d'une société de gestion collective pour la négociation, la collecte, la réception des droits voisins de la presse? Est-ce qu'il y aura l'équivalent de la SACEM, j'imagine, quelque chose comme ça? Oui, on y travaille toujours, on avance toujours là-dessus. La question est de savoir si elle pourra être européenne, en fait, tout de suite, ou franco-allemande. Bon, c'est pas complètement tranché. Et si je peux me permettre de rebondir d'un mot sur ce que disait Bernard, parce que c'était très juste, il a donné beaucoup plus d'ampleur, en fait, à l'analyse qu'on faisait de l'ensemble de nos rapports. Oui, c'est vrai, la chaîne du programmatique est capitale. Mais enfin, au fond, ce que souligne Bernard, c'est l'importance de la régulation. Et la régulation dans les marchés libéraux, elle est extrêmement importante. C'est elle qui vient corriger les déséquilibres de marché, qui sont des déséquilibres qui peuvent se créer, s'accentuer. Moi, j'ai vécu dans un monde des télécoms avant. J'étais plutôt souvent en position d'acteur dominant avec Orange en France. Mais on était également, on allait en Roumanie ou dans d'autres pays, on était plutôt, ou en Espagne, défendus en fait et aidés par la régulation pour se faire une place. Donc, j'allais dire, franchement, j'en connais les vertus et je les respecte très profondément. C'est ça qui permet de rééquilibrer les marchés. Et quant aux nouveaux acteurs, effectivement, ils doivent apprendre de plus en plus à vivre avec ça. Je suis d'accord absolument, il n'est pas question de quémander, ce n'est pas tellement notre attitude, mais d'abord là on a un sujet de loi, donc la loi il faut qu'elle soit respectée, sinon c'est plus la peine d'adopter les directives et des lois. Et puis sur les déséquilibres de marché dans la chaîne publicitaire, il y aura encore 1000 et 1000 travaux à mener, parce qu'un acteur se déploie, va jusqu'au bout de son pouvoir en fait, mais après doit apprendre à composer avec l'environnement et ne pas avoir des comportements qui seraient qualifiables. Merci à tous les trois, merci à Bernard à distance, merci à Rasmus qui était là au début des débats. Merci beaucoup et je vous dis restez en ligne pour d'autres débats passionnants qui vont animer toute la journée. Merci à toutes et à tous et à tout de suite. Merci.